Ah, c'est quand même bien une soirée autour d'un feu de camp. Comme ça, on peut regarder les étoiles et écouter les grillons. Ouais, enfin les grillons, on les écoute quand même mieux quand tu parles pas. Mais arrête ton tête méchant, Tomine Remoul. Dis donc, Seppele, je pensais pas que tu serais du genre à t'aventurer dans la nature la nuit. Fausse. Ben, t'es quand même du genre flippé d'habitude. Ah, mais je suis pas inconscient, qu'elle. Ce fait que la nature, c'est dangereux, donc j'ai apporté tes protections. Ouais, dangereux, c'est ça. T'as apporté du spray au poivre anti-Dahu et un pieu pour tuer les vampires. Mais net, tu Tomkopf. Les vampires, ça existe même pas. Et puis le Dahu, on lui fait pas peur avec du poivre. Il faut lui jeter du sel sur le horse, comme ça il se tourne pour se sentir et puis il tombe. Ouais, c'est ça, ouais. On voit bien que c'est toi qui connais rien à la nature. Et puis s'il y avait un pirate... Quoi? Et ben yo, imagine tu te connectes en wifi et hop là, en fait tu te connectes sur l'ordinateur d'un pirate. Seppele, j'ai pas vu une barre de réseau depuis 2 heures. Ou bien imagine, tu vas sur un site internet, tu acceptes les cookies et hop là, tu reçois plein de pop-up Trine. Seppele... Alors pour éviter ça, moi j'utilise NordVPN. Parce que dans NordVPN, il y a la protection anti-menace. C'est un thing que ça bloque les fichiers malveillants, les cookies Mythsis réclament, ça enlève les pop-up et ça bloque même les sites dangereux. Seppele... Et avec NordPass, je fais des mots de passe super compliqués, pareil que si je m'assois sur le clavier. Et c'est NordPass qui les enregistre, comme ça j'ai pas besoin de les noter. Et NordPass, il me dit s'il y en a un qu'on m'a volé, comme ça je le sens. Et avec ça, hop là, je suis prêt à affronter tous les risques de la nature. Seppele... Fausse. Essaye d'aller sur internet. Ya, foi de moule. Et mais j'arrive pas à me connecter. Normal, je t'ai dit qu'il y avait pas de réseau, putain. Et mais ça veut dire que si je vois un Dahu, je peux même pas envoyer un message à ma maman pour qu'elle vienne me chercher. Bah non. Ok, c'est bon, Seppele, pas de quoi paniquer. Continue à réfléchir à ta prochaine sponsor, ça te fera penser à autre chose. Mais et si... Chut, pense à la sponsor. D'accord. Alors pour avoir NordVPN, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description ou bien utiliser le code AstronoGeek et comme ça il y a 4 mois gratuits sur l'abonnement de 200. Et il y a un truc qui pousse là-bas. Mais ta gueule, c'est juste AstronoGeek qui revient d'être allé faire caca. Et mais t'es pas sûr. C'est peut-être un loup ou bien peut-être que c'est... Ah bah non, c'est AstronoGeek. Et AstronoGeek, raconte-nous voir une histoire là, ça changera les idées à l'autre flippé qui a oublié de prendre sa matraque à ours. Ah mais parce que t'es sourd en plus. Mais ta gueule. C'est bien connu, les mathématiciens et les mathématiciennes aiment se triturer le cerveau sur des domaines dont on cherche parfois l'utilité. L'un de leurs domaines de jeu préférés s'appelle le problème du pavage du plan, et en l'occurrence, c'est loin d'être la plus inutile de leur lubie. Toute personne ayant fait un jour du carrelage comprendra de quoi je parle. Le but du jeu est simple, recouvrir tout le plan avec une figure que l'on répète, sans espace et sans chevauchement. Question, quelles sont les formes géométriques qui nous permettent d'atteindre ce but ? En apparence, cette question peut paraître quelque peu triviale, mais croyez-moi sur parole, vous voulez pas savoir la complexité mathématique qui se cache derrière cette simple question. Ce sujet a tenu en échec quelques-uns des plus brillants cerveaux de la planète pendant plus d'un siècle. Et parmi ces mathématiciens professionnels qui se sont cassés les dents sur cette énigme, on doit l'une des plus belles avancées à une femme au foyer qui faisait des dessins dans sa cuisine. Elle est dans la cuisine. Frère, que la civilisation ne vous trompe pas. La place de la femme, c'est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Marjorie Rice, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, est née en Floride en 1923. La petite fille, qui s'appelle encore Marjorie Joyce, est issue d'une famille pauvre. Elle grandit dans une minuscule ferme de l'Oregon où elle fréquente une petite école de campagne. Son goût pour l'apprentissage se fait vite remarquer, au point qu'elle doit sauter pas moins de 2 classes pour se trouver au niveau de ses autres camarades. Adolescente, elle doit suivre ses parents qui déménagent alors à Pine Castle en Floride. Malgré des aptitudes et une appétence évidente pour les sciences, elle suit une filière secrétariat avec des cours de sténographie et de dactylographie pour lesquels elle se révélera médiocre. Rien à faire, son truc à elle, c'est les maths. On lui refuse pourtant l'accès à des cours supplémentaires en plus du cursus obligatoire et c'est sans grande passion qu'elle obtient son diplôme d'études secondaires à l'âge de 16 ans. S'ensuit alors le parcours assez classique d'une jeune femme américaine de la première moitié du XXe siècle. Marjorie travaille dans une blanchisserie, puis dans une imprimerie, avant de rencontrer celui qui deviendra son mari en 1945, Gilbert Rice.
Le couple déménage alors à San Diego, en Californie, et Marjorie devient mère au foyer à plein temps, occupant ses journées à entretenir la maison et à s'occuper de ses 5 enfants. Et c'est là, contre toute attente, que son goût pour les mathématiques va pouvoir commencer à s'exprimer. Car des enfants, figurez-vous, en plus de manger, s'habiller et faire des activités, ça étudie. Or, lorsque son premier fils entre au collège, c'est le début d'une réforme de l'enseignement des maths aux États-Unis, avec un nom aussi vague que prometteur, les nouvelles mathématiques, l'équivalent de ce que les écoliers français subiront quelques années plus tard sous le nom de maths modernes. L'idée principale de ce nouveau programme est de cesser d'enseigner aux élèves des notions qu'ils peuvent appliquer sans avoir à les comprendre. Dorénavant, le mot d'ordre est clair, savoir faire est moins important que comprendre pourquoi. Les conséquences de ce changement de cap dans la façon d'enseigner sont multiples. D'abord, cette nouvelle vision conduit les enseignants à aller beaucoup plus en profondeur dans les concepts qu'ils expliquent, et donc à traiter moins de chapitres. Ensuite, elle rend inévitable l'apprentissage de nouveaux outils très abstraits comme la théorie des ensembles, ou assez poussés comme les équations différentielles. Autant de notions que Marjorie n'a encore jamais étudiées. C'est alors qu'elle décide d'accompagner ses enfants lors de leurs devoirs et à s'auto-former en faisant les exercices en même temps qu'eux. Algèbre avec les structures de groupe ou d'anneaux, probabilité avec les concepts de variables aléatoires, bref, tout y passe. Et grâce à ses enfants, Marjorie peut enfin assouvir l'intérêt qu'elle porte secrètement à cette matière depuis son plus jeune âge. Et c'est à la bibliothèque, toujours en accompagnant ses enfants, qu'elle découvre un magazine qui va changer sa vie, le Scientific American. Scientific American est un magazine emblématique de vulgarisation scientifique qu'on pourrait comparer à notre Science et Vie, par exemple. Très vite, elle ressent l'envie de lire tous les exemplaires, mais ses visites à la bibliothèque restaient trop peu fréquentes pour ça. D'autant que les derniers exemplaires sortis étaient parfois déjà empruntés, ajoutant à sa frustration. Alors Marjorie a une idée. Elle décide d'offrir un abonnement à Scientific American à son plus jeune fils Robin. Durant les absences de son mari et des enfants, respectivement au travail et à l'école, elle dévore chaque article scientifique avec l'avidité d'un aventurier assoiffé en plein désert qui tombe sur une oasis. Et en fin de journée, elle remet consciencieusement les exemplaires dans la chambre de son fils, rangés impeccablement. Lorsque tout le petit monde revient le soir, il trouve une maison propre, rangée, le repas prêt, sans réaliser que ce qui mijotait chaque jour dans cette cuisine, c'était surtout le cerveau en ébullition de Marjorie. Dans ce rendez-vous secret, presque adultérin, Marjorie a ses petits rituels, ses préférences. Et parmi elles, la rubrique Mathematical Games, les jeux mathématiques de Martin Gardner. Martin Gardner était un journaliste, magicien et l'un des premiers démystificateurs des pseudosciences. Dans ce magazine, sa rubrique énonce chaque mois un problème, une histoire ou une énigme mathématique. Ces chroniques, c'est le bonbon de Marjorie. Elle les savoure chaque mois, faisant tourner les énigmes en boucle dans sa tête pendant ses longues journées de solitude domestique. Et c'est en lisant la rubrique de l'édition de juillet 1975 que, sans le savoir, Marjorie Rice va entrouvrir la porte qui la conduira directement dans l'histoire des mathématiques. Le jeu mathématique de juillet 1975 n'est pas une énigme, en tout cas pas dans un premier temps. Dans cet article, Gardner expose surtout le pavage du plan, et Marjorie découvre alors, les yeux écarquillés, l'histoire de ce problème. Elle apprend notamment que dès l'Antiquité, on a prouvé que parmi les polygones réguliers, on ne peut paver le plan qu'avec seulement 3 types de figures, le triangle, le carré et l'hexagone. Impossible par exemple de recouvrir un carrelage uniquement avec des pentagones, ou alors vous aurez besoin de recouvrement ou d'espaces vides, et c'est pas le but du jeu. Gardner raconte alors la suite de l'histoire. S'il n'est pas possible d'utiliser des pentagones réguliers, peut-être est-il possible de paver le plan avec des pentagones irréguliers. La réponse vient en 1918 seulement, avec le mathématicien Karl Reinhardt, qui démontre que seulement 5 types de pentagones irréguliers conviennent, et pas un de plus. L'histoire aurait pu en rester là, si sa démonstration n'avait pas été fausse. Car 50 ans plus tard, un autre mathématicien nommé Richard Kirchner découvre 3 autres types, affirmant au passage que ces 8 pavages pentagonaux, donc les 5 de Reinhardt et les 3 qu'il vient de découvrir, sont les seuls et uniques. Et c'est ce résultat dont parle Gardner dans ce fameux article de juillet 75. Il n'existe que 8 classes de pentagones qui peuvent paver le plan. Sauf que quelques mois plus tard, dans le même magazine, Gardner publie un erratum. Il existe bel et bien un 9e type de pavage pentagonal.
Et il le sait car dans le mois qui a suivi l'article précédent, un lecteur lui a envoyé un exemple de pavage qui ne correspondait à aucun des 8 pavages listés par Kirchner. Le monde des mathématiques s'empare alors de la découverte, la vérifie et admet que Kirchner avait tort. Il n'existe pas 8, mais 9 types de pavages pentagonaux. Et c'est précisément à cet instant que Marjorie Rice se pose une question qui l'amènera tout droit vers les livres d'histoire. Si le monde des mathématiques s'était trompé jusque-là, se pourrait-il qu'il existe d'autres types de pavages pentagonaux encore inconnus ? Se débarrassant de son syndrome de l'imposteur, elle décide alors de traiter le problème comme si c'était une simple énigme de plus. Elle qui les aime tant. Elle qui traîne toujours avec un cahier dans sa poche, rempli de mots croisés, de puzzles et des problèmes mathématiques de toutes sortes, elle se retrouve donc avec une devinette de haut vol dans un coin de la tête. Dès lors, elle commence un long travail pendant tout son temps libre, griffonnant sur son plan de travail son propre système de notation, puisqu'il lui manquait la formation académique pour traduire toutes ces notions. Elle dira plus tard « Je dessinais des schémas sur la table de la cuisine quand il n'y avait personne et je les cachais lorsque mon mari et mes enfants rentraient à la maison, ou lorsque des amis passaient. » Son sens aigu de l'organisation lui permet de pallier son manque de connaissances académiques. Elle créera donc un système, son propre système de notation, avec lesquels elle représente les 9 classes de pentagones déjà connues, sous forme de petites maisons avec des segments à l'intérieur qui indiquent quels angles se rencontrent à un sommet du pavage du pentagone, ou encore des marques de hachure indiquant ses côtés égaux. Du travail artisanal, pourrait-on dire, mais pour autant extrêmement méthodique. Et puis, le temps passe, et avec lui l'année 75. Et c'est au début de l'année suivante, en février 1976 précisément, que se produit l'impensable pour Marjorie. Seule, au beau milieu de cette grande maison, elle se lève, observe la feuille sur laquelle elle travaillait depuis quelque temps. Elle attend un instant pour prendre un peu de hauteur, vérifie une dernière fois ses résultats, et s'entend prononcer à voix basse la phrase suivante « J'en ai un autre. J'ai découvert un autre type de pavage pentagonal. » À cet instant, Marjorie sait pertinemment l'ampleur de la découverte qu'elle vient de réaliser. Le problème auquel elle s'est attaquée est vieux d'un siècle, et pour tout le monde, il est définitivement clos, après ces rebondissements de dernière minute. Mais elle est sur le point d'apporter sur la table un exemple d'un nouveau type de pavage encore inconnu, qui relance à nouveau le débat. Ce soir-là, comme tous les soirs, Marjorie ira chercher ses enfants à l'école, leur préparera le goûter, puis accueillera son mari. Avec, au début de la soirée jusqu'au coucher, des doutes qui tournent en boucle dans sa tête et qu'elle ne pouvait partager avec personne. Et si elle s'était trompée ? Après tout, elle n'était qu'une ménagère qui faisait des mathématiques à ses heures perdues. Quelle prétention lui octroyait le droit de dire au monde de la recherche « Vous vous êtes trompé, croyez-moi, j'ai la preuve sous forme de petits symboles en forme de maisonnette dans le tiroir de la cuisine. » Le lendemain matin, Marjorie Rice souhaitera une bonne journée à son mari et emmènera ses enfants à l'école. Comme tous les matins. Enfin, comme presque tous les matins. Car aujourd'hui, contrairement aux autres jours, elle fera un détour avant de retourner chez elle. Elle s'arrêtera devant la poste. Et finalement, après avoir hésité de longues minutes et revérifié mentalement une dernière fois ses résultats, postera l'enveloppe à l'attention de Martin Gardner qu'elle avait en main depuis le trajet vers l'école, et qui contenait sa potentielle découverte. Sur le chemin du retour, elle réalise que personne au monde, et encore moins son mari, n'est au courant de ses recherches à ce sujet. Elle se demande alors ce qui se passera si sa découverte est validée. Sera-t-elle projetée sur le devant de la scène ? Comment devra-t-elle l'annoncer à son mari ? On verra bien, se dit-elle. En tout cas, les dés sont jetés.